C'est des procès qui sont non seulement, bon, pour moi, effectivement, et je pense pour l'ensemble des Français, historiques. L'État, d'ailleurs, en a pris conscience assez rapidement, puisque ce sont les premiers procès, enfin, c'est la deuxième fois depuis le procès Klaus Barbie, qui était un procès lié à l'histoire de la collaboration, c'est la deuxième fois que le gouvernement autorise qu'on filme le procès de bout en bout pour en faire des archives et pour donc les livrer aux historiens et au public par la suite. Donc on peut imaginer déjà que pour la société française tout entière, le procès doit être considéré comme quelque chose d'historique. C'est une manière pour l'État de rétablir l'ordre, un procès, c'est-à-dire de montrer que la situation, la justice va être faite et que la situation est redevenue normale. C'est aussi une manière pour une partie de la société qui a été extrêmement agitée par cette affaire de Charlie Hebdo de faire et de conclure, entre guillemets, son deuil. C'est enfin le moment de peut-être solder un débat qui, dans la société française, a été extrêmement important autour de cette formule « je suis Charlie » et qui était de savoir comment se positionner vis-à-vis d'un côté de ce qu'on appelle la laïcité à la française, qui est une laïcité exclusive, et de l'autre côté de la question des religions et de la manière dont les religions doivent se positionner dans notre société, dans les débats, dans la vie politique. On va dire que tout cela est englobé dans cette question du procès. On est effectivement face à une vague terroriste qui, en France, est quand même assez ancienne, qui date des années 80 et qu'on peut quand même assimiler quand même à ce qu'on appelle l'islamisme djihadiste, c'est-à-dire la version violente d'une idéologie politique qui veut mettre à la tête de l'islam un pouvoir politique et religieux. Bon. Bien évidemment, dès qu'il y a un attentat, c'est toute la communauté musulmane qui, en général, est sollicitée et, dans une certaine mesure, parfois stigmatisée. On incite notamment, on veut inciter cette communauté musulmane à choisir entre la République ou la religion. On défend une certaine vision de la laïcité à la française, qui est une laïcité exclusive, c'est-à-dire où la question de la religion est une question intime, personnelle, et la question de l'adhésion aux valeurs civiques est une question publique. Et donc, lorsque Emmanuel Macron parle de séparatisme, c'est une manière de solliciter en partie cette communauté en disant ne choisissez pas comme seule identité une identité religieuse, et donc considérez-vous comme des Français à part entière avec votre sensibilité ou votre spécificité religieuse. C'est un choix qui est à la fois intéressant parce qu'il est le reflet finalement de notre conception de la laïcité et en même temps c'est un choix qui entre guillemets peut être discutable dans le sens où il fait de toute une communauté un ensemble que l'on pourrait finalement discuter ou stigmatiser. Je pense qu'il y a un problème. Il faut réfléchir effectivement à notre sensation ou notre débat sur la laïcité et la manière d'inclure sans forcément faire de chaque attentat l'affaire de la communauté musulmane. On est clairement dans autre chose et finalement cette communauté, comme l'ensemble des communautés religieuses en France, est en général pleinement intégrée dans ce qu'on appelle la République française. Alors c'est hélas et dramatiquement un acte terroriste, c'est un énième épisode de ce qu'on a appelé l'affaire des caricatures de Mahomet, c'est-à-dire que ce professeur avait en cours proposé une réflexion à ses élèves, comme il est demandé d'ailleurs dans les programmes de l'éducation nationale, sur la caricature, la censure, le blasphème. Il avait proposé aux élèves qui pouvaient être choqués de sortir. L'affaire a été, entre guillemets, mal relayée ou alors instrumentalisée par certains activistes et par les médias, jusqu'à provoquer chez quelqu'un qui se revendiquait justement d'une idéologie djihadiste le passage à l'acte et un attentat assez terrifiant. Donc effectivement, on est dans un énième écho depuis finalement Charlie Hebdo qui était à l'origine une réaction déjà à cette affaire de caricature. On est dans un énième écho de cette histoire de caricature et hélas aussi, on est dans un énième écho de cette pratique du terrorisme djihadiste en France.
Alors à l'origine, moi, ma spécialité, c'était les questions de relations internationales et en particulier au sein de l'Église. Je me suis intéressé notamment au Vatican, donc au Saint-Siège, au pouvoir de la papauté et au rapport entre la France et la papauté. J'ai eu l'occasion de travailler quelques années à Rome où j'ai pu préparer une thèse sur cette question. Et après avoir longtemps travaillé sur les conceptions des relations internationales au sein de l'Église, la manière dont l'Église pouvait finalement défendre un projet et une forme de pacifisme, j'en suis venu à m'intéresser à l'autre aspect ou l'autre versant du rapport entre politique et religion, c'est-à-dire la violence. Et la violence religieuse actuellement, c'est essentiellement une violence terroriste. Donc, j'en suis venu à ça. Je suis aussi, comme la plupart des gens de ma génération, j'ai été effectivement impressionné, et je reste encore impressionné par les images du 11 septembre. Et c'est aussi cette interrogation-là qui m'a mené vers un travail sur le terrorisme, avec un constat, c'est que le terrorisme a été, les travaux que je lisais là-dessus, posaient une question déjà majeure: comment définir cette forme de violence et comment la définir de manière, on va dire, entre guillemets, scientifique, objective. C'est cela qui m'a poussé à travailler là-dessus et à engager désormais mes recherches sur ces questions-là. Alors, tant pour le terrorisme, à partir du moment où je me posais la question de la définition, qui était un préalable à faire une histoire du terrorisme, qui à mon sens manquait dans l'édition française, la question que je me suis posée, c'est à partir de quand? Est-ce que ça commence à partir de quand on parle de terrorisme? Il apparaît que le terme émerge à la Révolution française et décrit finalement un moment où les individus veulent utiliser la violence pour transformer la société en considérant que c'est le moyen le plus efficace, que c'est le levier le plus rapide et le plus efficace. Donc, là, j'ai fait une histoire, entre guillemets, au long cours sur 2 siècles, voire 2 siècles et demi du terrorisme, en m'intéressant non seulement à ces manifestations en France, mais également parce que c'est un phénomène qui s'est mondialisé à ces manifestations globales, sans forcément rentrer dans tous les détails, mais en essayant de trouver une généalogie du phénomène depuis la Révolution française jusqu'à nos jours. La deuxième question qui a découlé de la première, à savoir le travail sur les otages, a été de constater que la communauté internationale est incapable de s'accorder sur une définition du terrorisme. La seule mesure sur laquelle tout le monde s'est entendu, c'est la lutte contre la pratique des prises d'otages. Ce qui m'intéressait, je me suis dit en quoi finalement les prises d'otages ont-elles réussi à unifier la communauté internationale, à unir au sein de l'ONU tous les pays pour qu'ils parviennent à prendre une résolution qui condamne globalement cette pratique. Ça m'a amené à me poser la question des prises d'otages et au cours de mes travaux, j'ai constaté déjà que ce phénomène existait depuis la plus haute antiquité. C'est-à-dire que dès l'Égypte ancienne, dès les royaumes mésopotamiens ou de Sumer, on pratique la prise d'otages, non pas dans un cadre qui serait du terrorisme, mais à l'époque, l'otage est donné par un roi à un autre roi pour garantir sa parole. Et ce phénomène a duré quasiment jusqu'au XVIIIe siècle, notamment en Europe, mais également, on le voit en Chine, on le voit au Japon, on le voit en Amérique latine. C'est un phénomène assez courant entre souverains que de se donner des otages pour garantir un traité, une alliance, pour garantir une paix ou le versement d'un tribut. C'est également un phénomène assez courant pour un roi, au moins jusqu'au début de l'époque moderne, de prendre des otages parmi la population pour garantir son pouvoir. Et c'est seulement à partir du 19e siècle, au moment où les otages déjà sont pris, disparaissent, si vous voulez, du droit international pour être récupérés dans les guerres, puis au XXe siècle où le terrorisme s'empare de cette méthode dans un duel, dans un face-à-face avec les États, que l'on entre dans une histoire qui m'est un peu plus familière, qui est celle de la prise d'otages terroristes. Alors, effectivement, la question qui m'intéresse actuellement et qui rebondit finalement sur l'actualité, je pense c'est difficile de faire de l'histoire sans être influencé par l'actualité, c'est la question des procès, notamment, et plus globalement de ce qu'on appelle l'ordre.
Qu'est-ce que c'est que l'ordre? Comment l'établir, d'une part, mais surtout comment le rétablir? Comment, après un drame comme un attentat terroriste qui secoue une nation entière, hein, c'est le cas de l'attentat de Charlie Hebdo de 2015 ou même des attentats du Bataclan, mais on peut imaginer l'équivalent, notamment pour les États-Unis avec les attentats du 11 septembre, comment manifester le retour à l'ordre. Et moi, le biais que j'ai envie d'étudier, c'est le retour à l'ordre par les procès. Le procès, c'est un rituel extrêmement important, non seulement pour établir la justice, dire ce qui est juste, condamner l'injustice, mais également manifester le fait qu'on revient à un ordre. C'est ce projet-là que j'aimerais suivre, peut-être pas en travaillant sur les procès actuels, parce que nous, historiens, avons toujours besoin d'un peu de recul pour réfléchir et d'archives pour prendre de la distance, mais en travaillant notamment sur une crise qui a traversé la France de la fin du 19e siècle et qui est tout à fait comparable à ce qu'elle vit actuellement. Pendant une dizaine d'années, la France a été touchée par une succession d'attentats anarchistes qui d'ailleurs touchaient l'ensemble de l'Europe ainsi que les États-Unis. C'est la mort du président McKinley notamment. Et donc, moi, j'aimerais pouvoir travailler sur la succession de procès contre les attentats anarchistes et le retour à ce qu'on appelle un ordre républicain. Voilà donc le projet futur pour les quelques années à venir. Alors, c'est agréable parce que déjà, ce sont des étudiants qui arrivent avec un regard qui n'est pas franco-français. J'ai tout à fait conscience que je regarde ces phénomènes avec un passé, avec une culture et avec une histoire qui est la mienne. Donc, le premier intérêt déjà, c'est de se confronter avec un regard différent, un regard qui peut être de culture américaine ou qui peut être d'autres cultures. C'est aussi des étudiants qui vont observer des institutions françaises et qui vont interagir avec ces institutions. Je suis toujours intéressé par la manière dont ils observent finalement ce qu'on appelle nos think tanks et comment ils les lisent, comment ils analysent leur travail et enfin comment ils arrivent à s'insérer dans ce travail, que ce soit en discutant avec les personnels, que ce soit en faisant un travail de traduction ou d'analyse de documents. Le résultat en général, c'est que ce sont toujours des collaborations intéressantes parce que pour ces étudiants, c'est découvrir dans les domaines qui m'intéressent, une autre culture de l'analyse antiterroriste, notamment, comment on pense le terrorisme en Europe et en France et comment on l'analyse, comment on le réfléchit, comment on lutte contre lui aussi à travers la connaissance. Et de mon point de vue, moi, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont ces étudiants vont aussi s'approprier cette culture-là et peut-être faire jouer une double culture, un regard américain, un regard européen, et ce qu'on peut en tirer finalement aussi en termes de pratique et d'efficacité par rapport à un phénomène qui joue finalement de la mondialisation et qui joue des frontières entre les États pour les passer et frapper plus violemment.